Bonjour à toutes et à tous, merci de votre participation à cette conférence. Je m'appelle Philippe Borel, je suis médecin, je suis le fondateur de PMSM et du groupe Medipro, qui est un groupe dédié à la santé en entreprise, santé des collaborateurs. On y reviendra tout au long de la présentation. Merci de votre participation à cette conférence. Michel. Voilà, je m'appelle Michel Ledoux, je suis avocat, donc le cabinet est uniquement dédié à la santé et à la sécurité au travail. On ne fait que ça, matin, midi et soir. Bonjour, Jacques Rondeleux, je suis directeur général de PSO, le cabinet du groupe Medipro qui intervient sur tout ce qui est santé psychique au travail. Voilà, et je dirige des entreprises dans la santé au travail depuis plus de 20 ans maintenant. Donc nous prendrons les questions à la fin, et nous, comme ça, j'espère qu'on aura le temps d'en faire, et puis on va... Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir nous voir sur notre stand S11. On répondra à vos questions à cette occasion-là. Et puis on va passer la parole au Dr Borel. Alors je contrôle mon temps, voilà, pour pas le dépasser. Quelques éléments d'historique sur le groupe Medipro. Alors au départ de l'histoire, il y a une trentaine d'années, j'étais interne en médecine et j'ai créé une entreprise sur une idée qui était d'être le médecin généraliste de l'entreprise, d'accompagner nos clients, qui sont en général des très grandes entreprises, sur tous leurs besoins santé. Donc on a démarré avec des groupes industriels, des établissements recevant du public comme des plateformes aéroportuaires par exemple, et on a mis en place des dispositifs avec des salariés professionnels de santé qui étaient des médecins ou aujourd'hui beaucoup plus d'infirmiers. On emploie aujourd'hui plus de 300 infirmiers qui sont en activité chaque jour chez nos grands clients. On opère chez plus de 300 clients dans toute la France qui ont la typologie des clients, c'est plutôt des groupes, des très grands groupes, d'accord, des très grandes entreprises. À partir de 2010, au début de la création du groupe, les notions de prévention, sécurité, santé au travail, etc., elles existaient, mais elles n'étaient pas aussi prégnantes que maintenant. Maintenant, ça a pris une proportion, et Michel y reviendra, beaucoup plus importante. Et tout au long de notre histoire, donc, on a senti cette évolution en matière de prévention et de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs. Donc en 2010, on a surfé, je dirais, sur l'obligation qu'ont certaines grandes entreprises, plus de 200 dans les établissements industriels et 500 collaborateurs dans les établissements tertiaires, d'avoir une infirmière. Donc on a mis en place des infirmières et on a développé nos prestations d'externalisation de l'infirmerie d'entreprise. On a rencontré un énorme succès avec cette prestation puisqu'on est devenu leader dans le domaine. On est leader en France avec des clients dans tous les domaines d'activité, la grande distribution, l'IT, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes de type de clients. Nos infirmières, elles sont en entreprise. Au départ, elles étaient en entreprise pour réaliser des soins plus ou moins bénins. Elles peuvent intervenir sur n'importe quel type de soins. Elles sont protocolisées, évidemment. Mais avec l'évolution des demandes en matière de prévention, protection de la santé des collaborateurs, on s'est dit il faut qu'on leur donne une autre dimension. Donc, on leur propose aujourd'hui, on leur demande d'agir vraiment en matière de prévention, de mettre en place des actions de prévention santé en entreprise. Et c'est vraiment, ça valorise déjà leur action au quotidien. Et c'est évidemment très apprécié de nos clients. Certains même aident les HSE sur les très grands sites. On accompagne par exemple site de construction de centrales nucléaires. On a le site ITER vers Aix-en-Provence qui est vous savez, la construction du réacteur de fusion nucléaire où on a plusieurs infirmeries. Et là, nos infirmières ont aussi un rôle d'accompagnement du HSE, donc très actif en matière de protection, sécurité, santé des collaborateurs. Donc l'histoire continue, on s'est dit, on fait de la santé somatique, hein, on essaye de préserver la santé des collaborateurs par nos infirmiers, nos médecins. Il faut qu'on fasse plus. Donc on a eu l'idée effectivement de proposer une réponse en santé mentale avec l'acquisition du groupe PSO qui est dirigé par Jacques Rondeleux pour pouvoir permettre à nos clients d'avoir sous le même toit, sur la même enseigne, Medipro Group, avènement de Medipro Group, pouvoir répondre aux thématiques de santé mentale,
et de santé somatique. Donc ça, c'est relativement récent, mais on rencontre un certain succès parce qu'effectivement, si nos clients nous contactent, eh ben, on a une réponse assez complète à leur proposer. Et puis, il y a la partie formation, pardon, avec le cabinet Aptitude Prévention. On a une capacité, effectivement, de formation, à la fois dans la mise en place des actions de prévention qu'on propose à nos clients. Donc on peut avoir des supports de formation de type conférences qui sont menées par des leaders d'opinion en entreprise. Mais aussi on forme aussi nos propres infirmiers à monter toujours en compétences pour qu'ils puissent accompagner de mieux en mieux nos clients en matière de protection, santé, sécurité des salariés. Donc ça donne, je ne sais pas si on peut changer la slide pour avoir une vision plus holistique et plus simple. Voilà. Donc voilà la structure du groupe, le vaisseau amiral PMSM, donc plus de 300 clients de type grand compte et très grand compte, notre plus gros client étant un très grand groupe de l'énergie électrique, vous voyez qui je veux dire. Le PSO, donc prestations en santé mentale, ligne d'écoute, enquête, RPS, etc. Et puis Aptitude qui agit dans le domaine de la formation. On veut s'inscrire, on essaye de s'inscrire dans cette démarche de prévention qui est de plus en plus importante aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Michel. Michel, je te passe la parole pour nous parler de ce sujet, de l'évolution de la place de la prévention. Alors je la prends. Merci Philippe. Vas-y. Alors bonjour à tout le monde. Alors effectivement, vous savez, les lois de 2011 et 2021 sur la santé au travail, sur la médecine du travail, vous voyez, ces lois ont déplacé le centre de gravité du rôle du médecin du travail, c'est mieux, oui, du rôle du médecin du travail, déplacement léger du centre de gravité. D'abord, on est passé de la prévention secondaire ou tertiaire à la prévention primaire. On est passé de la santé physique à la santé mentale. On est passé de l'individuel au collectif. On s'intéresse à la communauté de travail. Donc il y a un changement. Et ces changements, en fait, c'est la conséquence de l'évolution de la jurisprudence des tribunaux en France en matière de santé et de sécurité au travail. Alors je vous rappelle rapidement que le Code du travail, la 4e partie du Code du travail, prévoit que l'employeur doit préserver la sécurité et assurer la santé physique et mentale des travailleurs. C'est le texte de base, c'est le premier article de la 4e partie du Code du travail. Et vous savez qu'à partir de cet article-là, la jurisprudence, depuis maintenant pratiquement 25 ans, a considérablement évolué. 2002, à l'occasion de ce qu'il est coutume d'appeler l'affaire de l'amiante, la Cour de cassation a posé le principe suivant, je cite, « En vertu du contrat de travail qui lie un employeur à son salarié, l'employeur est désormais tenu, à l'égard de ses salariés, à une obligation de sécurité de résultat. » Autrement dit, l'employeur, à partir de 2002, doit réussir à sauvegarder la santé physique et mentale. Si le salarié est malade, accidenté, eh bien, pour un employeur, c'est à tous les coups tu perds. Et systématiquement, tu vas devoir indemniser les salariés. Ça a duré à peu près 20 ans. Et pendant 20 ans, effectivement, systématiquement, quand il y avait un pépin, les employeurs étaient condamnés en faute inexcusable ou même devant le Conseil des prud'hommes. C'était quasi systématique. Alors, ça a donné quelques résultats, puisque quand on regarde un petit peu les évolutions, on sait que jusqu'en 2010 au moins, le nombre d'accidents du travail a baissé. Aujourd'hui, ça baisse plus, ça n'augmente plus, mais ça baisse plus. Par contre, on y reviendra peut-être, les maladies professionnelles explosent, vous le savez, de l'ordre de 10 à 15% par an. Donc ça a donné quelques résultats. Il y a aussi l'évolution des mentalités, l'éthique. Il n'y a pas que la menace de la Cour de cassation, évidemment. Sauf que assez rapidement, il y a des gens qui ont commencé à dire aux juges de la Cour de cassation, votre jurisprudence, elle est un peu contre-productive. Parce que comment voulez-vous que j'arrive à convaincre mon patron, moi qui suis un préventeur, de mettre de l'argent dans la prévention, si de toute façon, quoi qu'on fasse, on est condamné par le tribunal. Qu'est-ce qu'ils vont faire les employeurs? Ils vont provisionner le montant des dommages et intérêts, ils se foutront complètement de la prévention, et quand il y aura un pépin, ils vont payer. Donc la jurisprudence est quand même un peu contre-productive à cet égard, puisque si à tous les coups tu perds, c'est pas la peine de se fatiguer, si je puis dire, à faire de la prévention.
Et donc, évolution. Souvent, vous savez, c'est à l'occasion d'une affaire hein, que la jurisprudence évolue. 25 novembre 2015, à l'occasion de ce qu'on appelle, nous, l'arrêt Air France, la Cour de cassation a considéré qu'un employeur qui justifie, qui démontre avoir respecté la logique des principes généraux de prévention, autrement dit, une bonne évaluation des risques, des plans d'action, sérieux, intelligents, complets, effectifs, efficaces, réactifs, cet employeur qui pourra démontrer qu'il a fait le travail, pourra, le cas échéant, s'exonérer de sa responsabilité civile. Autrement dit, aujourd'hui, on ne parle plus d'obligation de résultat, on parle d'obligation de prévention. Mais attention, hein, ça pèse très lourd. Car lorsqu'il y a un pépin, je le répète, c'est pas à la victime de démontrer que l'employeur a commis des négligences, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a fait le travail. La charge de la preuve pèse sur les épaules de l'employeur. C'est à lui de justifier. Et alors on justifie comment ? Bon, je pense à grands traits, avec un bon document unique d'évaluation des risques, avec des bons papiers pactes, avec des bonnes formations comme il faut, avec des bons plans de prévention, avec des bonnes inspections préalables communes, avec des bons protocoles de chargement et de déchargement. Et si l'employeur a une copie parfaite, s'il a 20 sur 20 en matière de respect de la réglementation précise, eh bien, il pourra peut-être s'exonérer de sa responsabilité. Maintenant, entre nous, quand il y a un accident du travail, encore aujourd'hui, il est très difficile pour un employeur de s'exonérer de sa responsabilité. Il faut vraiment une copie absolument parfaite pour que ça puisse fonctionner. Alors, en matière d'accident du travail, si je glisse un peu sur les maladies professionnelles, l'évolution de la jurisprudence a quand même un certain intérêt, vous voyez, en matière notamment de procédures enclenchées à la suite d'une alerte harcèlement. Je prends un exemple, vous avez un salarié lève le dos, je suis harcelé. Si l'employeur met en œuvre rapidement, sans délai, comme dit la jurisprudence, ce qu'on appelle l'enquête interne, on entend le plaignant, on entend ses témoins, on entend la personne concernée, on entend ses témoins, on analyse la situation et puis on rend un avis. Si l'employeur met en œuvre rapidement, sans précipitation, mais sérieusement, évite cette fameuse enquête interne, si elle le fait avec impartialité, sérieux, eh bien, dans ce cas-là, la jurisprudence reconnaît que l'employeur a respecté son obligation de sécurité. Mais sur les accidents du travail, faut pas trop se raconter d'histoire, c'est encore extrêmement difficile. Donc vous voyez, évolution absolument très importante aujourd'hui malgré tout. L'employeur n'est plus collé au mur automatiquement. Et alors on voit bien à quel point les services de médecine du travail, qui sont un soutien à l'employeur, participent à ce travail, notamment à aider à mettre en œuvre de la véritable prévention, la prévention primaire, la bonne prévention. Il y a un autre phénomène parallèle à tout ça, c'est l'émergence à partir du milieu des années 90 de la problématique des maladies professionnelles. Je vous rappelle quand même moi je me rappelle il y a 20-30 ans, les maladies professionnelles, ça n'existait pas. Il y avait quelques surdités professionnelles, il y en a d'ailleurs pratiquement plus aujourd'hui, il y en a encore mais très peu, mais les maladies professionnelles, je parle dans le champ du contentieux, ça n'existait pas. Et il a fallu faire de l'amiante, notamment les questions de pathologie à effet différé, provoquées par des produits dangereux, les produits toxiques ou nocifs, pour que l'on découvre les questions de maladies professionnelles. Et notamment les pathologies à effet différé, avec jusqu'à 40 ans entre l'apparition de la pathologie et l'exposition au risque. Et donc, c'est une question extrêmement technique, j'allais presque dire extrêmement médicale pour le coup, les maladies professionnelles et notamment les maladies, donc les pathologies à effet différé, où là, on le sait bien, la médecine a un rôle très important à jouer. Je vous rappelle seulement que le texte d'avril 2024, le fait que les employeurs doivent faire la liste des salariés exposés à des agents chimiques dangereux. Cette liste doit être, c'est l'employeur de l'affaire, et elle doit être remise au représentant, mais également au service de médecine du travail, qui doivent garder la liste pendant 40 ans. Eh bien, vous avez bien compris pourquoi. D'ailleurs, l'employeur doit garder son document unique 40 ans. Les services de médecine du travail doivent conserver la liste des salariés exposés, nommément cités, pendant 40 ans. Le but de la manœuvre, vous l'avez bien compris, c'est que si dans 20 ans un salarié développait un cancer, s'il estime que ça a été provoqué par une exposition dans l'entreprise, il aura accès à la partie du document unique qui concerne son activité, il pourra peut-être démontrer l'exposition au risque, et vous, les services de médecine du travail, vous êtes censés avoir gardé la liste, et s'il est sur la liste, ça va faciliter la reconnaissance, effectivement, donc du caractère professionnel.
Donc l'arrivée des maladies professionnelles, notamment des pathologies à effet différé, et puis donc c'est quelque chose de très important. Et puis autre évolution, les RPS depuis maintenant une quinzaine d'années. Là encore les RPS, les risques psychosociaux. Je parle du champ du contentieux. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Quelqu'un qui avait des problèmes, tout le monde parlait, c'est des problèmes perso. Elle s'est engueulée avec son mari, hein, et donc elle nous emmerde au travail, ça n'a rien à voir avec les conditions de travail. Pendant des années, le sujet n'existait pas, véritablement. Et tout d'un coup, il a surgi de façon très violente, et là encore, ça fait méchamment, évidemment, bouger les lignes, avec l'intérêt sur les sujets de la médecine du travail, et également des préventeurs. Alors les préventeurs, d'ailleurs, là-dedans, si je parle qu'il y a des risques psychosociaux, le vrai paradoxe, c'est que le préventeur, il est technocentré. Lui, c'est la santé physique. Dès qu'il y a un problème de santé mentale, c'est les RH. Est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce qu'il est normal que en 2024, les préventeurs, les jeunes préventeurs en tous les cas, ne se saisissent pas de l'ensemble du sujet, parce que la prévention, c'est une technique. C'est une technique, c'est pas n'importe quoi, ça s'improvise pas. C'est pas du droit mou, c'est du droit dur. Il y a des règles de plus en plus sophistiquées maintenant. Eh bien, ça devrait à terme rentrer dans la mission du préventeur qui traiterait de la santé physique et de la santé mentale. Et alors, dans le même temps, je continue, j'ai encore quelques minutes, on assiste à une extension du champ de la prévention. Vous voyez, l'article 4121 qui dit que l'employeur doit assurer la sécurité des travailleurs. Pendant des années, qu'est-ce qu'on comprenait? La sécurité de ses propres salariés, pas des travailleurs. Or, les travailleurs, c'est pas que ses salariés. Les travailleurs, le Code du travail les définit, ce sont les salariés intérimaires, ce sont les stagiaires, les alternants, ce sont tous les gens qui travaillent autour de l'entreprise, et notamment les sous-traitants. Et donc on est en train de découvrir depuis quelques années, d'un point de vue judiciaire, que la protection de la santé s'étend non seulement aux salariés de l'entreprise, mais également à tous les gens qui bossent autour de l'entreprise, et notamment les questions de sous-traitance. Et là, il y a eu des arrêts extrêmement importants au début de l'année 2023, notamment un, mais il y en a plein de ce type-là, où, alors déjà j'explique, que depuis quelques années, vous savez peut-être qu'un salarié qui arrive à démontrer au tribunal qu'il a été exposé à un risque élevé de maladies graves liées à l'exposition à un produit toxique ou nocif peut demander au tribunal la réparation de son préjudice d'anxiété. Il n'est pas malade, mais comme il a été exposé à un risque de pathologie grave, un risque élevé de pathologie, il peut éventuellement demander la condamnation de son employeur à l'indemniser au titre de son préjudice d'inquiétude, d'anxiété. Bon. Eh bien, début 2023, la Cour de cassation a autorisé le salarié d'un sous-traitant à demander la réparation de son préjudice d'anxiété, non pas à son propre patron, qui était une entreprise minuscule, mais à l'entreprise utilisatrice, qui était une grosse boîte. Alors il y avait un plan de prévention, mais évidemment il était totalement réduit à sa plus simple expression. Il y avait quasiment rien. Et qui mieux que l'entreprise utilisatrice connaît le site, est capable de dire quelles sont les substances toxiques qui peuvent exister sur un site. Tout ça doit être intégré aujourd'hui dans les plans de prévention. Autrement dit, désormais, le sous-traitant peut enjamber son employeur, si je puis dire, et demander réparation à l'entreprise qui réellement organise le travail, qui a la maîtrise des conditions de travail, l'entreprise utilisatrice. Et je continue, on pourrait en parler à l'envi. On a une loi au mois de juillet dernier, vous le savez, dans le travail temporaire. Bon, vous savez qu'avant cette loi, lorsqu'un salarié intérimaire avait un accident du travail, lorsque son taux d'incapacité est supérieur à 10%, eh bien, automatiquement, si je puis dire, un tiers du capital de la rente était déplacé vers le compte employeur de l'entreprise utilisatrice, qui n'était pas l'employeur au sens juridique du terme, mais qui était l'utilisateur. Depuis le mois de juillet, c'est 50-50. Et attention, pas seulement les 10%, la totalité des frais engendrés par l'accident ou la maladie dont l'intérimaire sera la victime va être partagée entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Et c'est comme ça à l'envi. Et alors, le résultat actuellement, on en est là, c'est que, et d'ailleurs, quelle est derrière, finalement, la stratégie un petit peu des plus hautes juridictions ? C'est simple, c'est de faire en sorte que la prévention coûte moins cher que la réparation. Depuis quelques années, il y a quasiment tous les ans 1 ou 2 arrêts de la Cour de cassation qui alourdissent considérablement les sommes que les employeurs vont devoir verser à leurs victimes en cas de pépin.
Et désormais, effectivement, la prévention devient une source d'économie. On le savait déjà depuis longtemps, mais alors maintenant, avant c'était, je sais plus, pour 1 euro, on avait un retour sur investissement de l'ordre de 2 ou 3 euros. Maintenant, c'est probablement beaucoup plus que ça. Et les arrêts se succèdent, comme les tempêtes à la pointe de la Bretagne. Il y a des décisions, même début 2023, il y a encore un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a considérablement renforcé donc les conséquences, notamment de la reconnaissance de la faute inexcusable en termes d'indemnisation. Ça coûte tout ça de plus en plus cher. Et alors, je parlais du salarié intérimaire, le partage 50-50, mais je vous rappelle quand même que quand il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle, si la victime estime que son employeur ou l'entreprise utilisatrice a commis des négligences à l'origine de l'accident, cette victime peut engager une procédure supplémentaire qu'on appelle la procédure en faute inexcusable de l'employeur, pour obtenir des dommages et intérêts supplémentaires. On va lui doubler sa rente, si tout va bien pour lui, et puis l'indemniser de ce qu'on appelle, nous, les préjudices personnels, notamment. Bon, eh bien, désormais, depuis maintenant quelques années, quand il y a un procès en faute inexcusable, automatiquement, l'entreprise utilisatrice est convoquée devant le tribunal, et quasi automatiquement, l'entreprise de travail temporaire va demander à l'entreprise utilisatrice de la garantir des dommages et intérêts qui vont lui être imputés au titre de la faute inexcusable. Donc c'est clair, la santé physique et mentale est désormais au cœur de la vie professionnelle, d'où tout l'intérêt des services de médecine, du travail autour des risques psychosociaux, dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. Vous voyez, la santé est au cœur de la... C'est plus un petit sujet. Oui, c'est plus un petit sujet. On a bien senti ça tout au long de l'évolution. Je vous parlais de 30 ans d'existence. Effectivement, la mise en place de ces mesures de prévention efficace, effective, pilotée par l'employeur, on voit qu'aujourd'hui, nos professionnels de santé, par exemple, je vous disais tout à l'heure, ils doivent avoir un autre rôle que celui de traiter des soins bénins. Il faut qu'ils s'impliquent dans ces actions de prévention. Il faut qu'ils soient aux côtés, tu le disais, tu le rappelais, aux côtés des préventeurs, aux côtés des HSE managers qui sont dans les entreprises, aux côtés de la direction des ressources humaines, parce qu'il y a cette dimension santé qui s'est aussi hypertrophiée. Voilà. Il n'y a pas que la santé, il y a les sécurités aussi, bien entendu. Mais tout ça va concourir, je dirais, à une certaine protection de l'employeur, à protéger davantage l'employeur et à faire qu'il va avoir moins à payer lorsqu'un problème va se présenter. Et la montée en compétences. Parce que la santé-sécurité, ça ne s'invente pas. C'est une science, une technique. D'ailleurs, c'est un peu mon obsession en ce moment. J'ai dû le répéter 3 fois à le grand du salon. Je ne comprends pas que les dirigeants, dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, n'aient pas d'enseignement santé-sécurité. Alors là, la finance, ils sont bons. La chimie, très bon. La physique, très bon. La santé, ça n'existe pas. Or, il faudrait que dans ces écoles, on leur enseigne de façon notée. Autrement dit, t'es nul en santé au travail, tu redoubles. Ça me paraît absolument évident. C'est marrant parce qu'on a l'impression toujours que c'est des matières, ça s'improvise. C'est à votre bon cœur, monsieur, dame. Oui, mais avant, tu avais une obligation légale, donc les employeurs répondaient à l'obligation légale. Il nous faut une infirmière parce qu'on a plus de 500 collaborateurs dans un siège social, par exemple. Ouais, bon, alors c'est quel budget? Ouais, oui, on est obligé. Non. Alors certaines entreprises s'exonèrent encore de cette obligation. Ils mettent pas d'infirmières. À notre grande âme, parce que nous, on aimerait qu'il y ait des infirmières partout. Mais là, voilà. Donc aujourd'hui, ça a évolué, ça. On n'est plus que sur l'obligation légale et il y a une prise de conscience. Oui, Philippe, il y a une prise de conscience. On passe de la conformité à l'effectivité. Exactement. Auparavant, ça rejoint fallait être conforme, ton discours. Donc, fallait avoir les bonnes visites au bon endroit. Il y avait un médecin, tout allait bien. Maintenant, il faut que ce soit effectif. Le but de la manœuvre, c'est pas de faire joli, c'est de protéger les gens, protéger la santé des gens avec le concours notamment des médecins. Regarde, le médecin, vous devez concourir à améliorer le document unique d'évaluation des risques. Bon, le document unique, vous savez très bien qu'il souffre de 2 pathologies, l'obésité ou l'anorexie. Il y a des documents uniques énormes, obèses, illisibles évidemment, ou alors il y a l'anorexie, il y a 3 feuillets.
Et le mec il dit moi j'ai un document unique donc c'est cool, c'est tranquille. Bon, tout ça c'est pas vraiment sérieux. Hein. C'est dans les documents uniques obèses, hein, le préventeur on en colle des couches et des couches au point que personne n'y comprend rien. Les principaux intéressés vont jamais regarder. Hein. On lit plus rien aujourd'hui. A fortiori un document unique, c'est pas très excitant. Hein. Pour dire que personne va lire le document unique qui fait 300 pages. Évidemment, eh bien il appartient au préventeur et au service de médecine du travail d'aller à l'essentiel. Et d'ailleurs il y a un début dans la réglementation, le PAPRI Pacte, le plan annuel, doit quand même cadrer un peu les actions, plutôt que de taper tout azimut et finalement de taper nulle part, on devrait taper sur les risques dominants de l'entreprise, année par année, pour progresser régulièrement. Je pense qu'il ne faut pas oublier les services de santé au travail. Je ne sais pas s'il y a des médecins du travail dans la salle. Il est important de ne pas les oublier parce qu'effectivement, souvent, ils sont en inter-entreprise. Ils ne sont pas toujours dans l'entreprise. Et ça donne encore plus d'importance au rôle de l'infirmière de l'entreprise qui, elle ou lui d'ailleurs, sont au carrefour entre la direction de l'entreprise, la DRH, les préventeurs, les HSE, le salarié, santé physique et mentale, et de l'autre côté le médecin du travail qui doit avoir aussi une information pertinente à propos de l'état de santé du collaborateur parce qu'il n'est pas toujours là. Donc j'insiste un peu sur le rôle de l'infirmière d'entreprise en matière de prévention parce que finalement ce rôle en matière de prévention s'hypertrophie aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, où là on voyait l'infirmière d'entreprise, en gros je me coupe avec une feuille de papier, je vais voir l'infirmière, elle va me mettre un pansement. Bon, c'est plus du tout ça. Une infirmière d'entreprise aujourd'hui, elle a ce rôle central de dépistage des troubles, des souffrances psychiques ou mentales, mais aussi du suivi de l'état de santé du salarié. Oui, on vit une période de révolution pratiquement. Hein. Alors, elle est toujours un peu lente, la révolution. Tout à l'heure, on me posait la question, est-ce que les réformes de 2021 de la médecine du travail sont bien reçues par les employeurs? J'ai dit, attendez les gars, cool, ça a commencé en 2011, on est seulement en 2024. Hein. Pendant des années, excusez-moi, la médecine du travail, c'était le certificat médical, c'était une formalité administrative. Hein. Et c'est pas en 10 ans qu'on va changer les mentalités. A fortiori, d'ailleurs, dans les petites entreprises, les TPME, hein, qui n'ont pas les moyens. Hein. Vous savez, il y a le même problème avec d'ailleurs les CARSAT. Hein. Vous savez, dans les petites boîtes, pour vivre heureux, ils vont cacher. Hein. Donc on ne demande rien à la CARSAT alors qu'on peut avoir des tuyaux, on ne demande rien à l'inspection du travail pur et si on lève le doigt, on va se faire repérer, on va être contrôlé, on ne demande rien à personne. Bon. Et donc il faut du temps pour que les employeurs, notamment les petites boîtes, comprennent le charme de l'équipe pluridisciplinaire, comprennent tout ce qu'ils peuvent attendre des services de médecine du travail. Ça vient. Mais ça va demander probablement encore une bonne dizaine d'années. Mais ça va devenir central. Tu as raison de le souligner. Nous, on traite beaucoup des grandes entreprises qui ont cette obligation d'avoir des services infirmiers d'entreprise, mais on rêve de conseiller des plus petites entreprises parce qu'elles aussi, elles ont une obligation en matière d'organisation des actions de prévention. Donc, il faut trouver un partenaire qui puisse conseiller de manière intégrée. Qu'est-ce qu'on fait pour la santé mentale de nos collaborateurs? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir la santé somatique de nos collaborateurs, pour la préserver? Est-ce que vous pouvez nous proposer des actions pédagogiques? Est-ce que vous pouvez nous proposer des thématiques, des actions pratiques de dépistage, par exemple? Voilà. Tout ça, ça s'inscrit dans une démarche globale qui doit toucher toutes les entreprises. Alors, bien sûr, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes budgets à consacrer à la prévention, mais bon, compte tenu des obligations légales actuelles et qui évoluent, on l'a bien compris avec ton intervention, Michel. Voilà, il faut se poser la question de réserver un petit budget pour les actions, enfin un petit budget, un vrai budget pour les actions de prévention. Jacques, je vais te passer peut-être la parole sur la thématique Philippe. Santé mentale. Voilà. Non, moi je voulais vous dire quelque chose. Alors là, vous avez des professionnels du droit et de la santé. Moi, je suis tombé dans la santé au travail par hasard, en fait. J'ai commencé par diriger un service de santé au travail il y a un peu plus de 20 ans. Et après, je suis resté dedans. Donc, j'ai un autre regard que le professionnel de santé. Et j'ai vu aussi cette révolution et ces évolutions. Et c'est pour ça que c'est là-dessus que je voudrais vous rendre compte. Donc, moi, j'ai commencé la santé au travail en 2006.
2006, le terme risques psychosociaux n'existait pas. Hein. L'ANACT a mis 2 ans pour trouver le terme. TRPS, RPS, c'était débat, c'était tiré au sort toutes les semaines, et puis ça s'est terminé sur RPS que trouble, ça allait jeter un trouble sur le truc. Donc j'ai vécu tout ça, et moi ce que je constate, alors j'ai vécu bien sûr la crise France Télécom, et ce que je constate, c'est qu'on est passé, il y a une évolution qui correspond à ce que vous disiez Maître Ledoux, c'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où il fallait se mettre en conformité, donc on faisait des grands diagnostics, on mettait des grands budgets, on sortait du document unique de 30 pages ou de 50 pages que personne ne lisait, qui était même pas accessible d'ailleurs à tout le monde à l'époque, la jurisprudence l'avait pas prévu, du coup à une évolution. Et aujourd'hui, moi le message que j'ai du coup aujourd'hui, c'est vraiment, ça sert à rien de faire un document de 50 pages, de toute façon vous ne serez pas couvert, c'est ce que vous avez expliqué. Donc c'est de prévoir et d'avoir un budget. Et le message aux entreprises, c'est de mettre un budget et un investissement régulier. C'est un investissement dans la prévention. Donc on ne met pas un gros budget à 1 an pour se mettre en conformité, mais on prévoit un budget pluriannuel d'investissement dans la prévention. Et sur la santé mentale, il y aura de plus en plus de choses à faire. Les services de santé au travail ne vont pas pouvoir remplir plus de missions qu'ils ont, qui en plus impliquent des changements de statut, etc., qui sont très difficiles. Donc voilà. Donc les diagnostics complets, c'est plus nécessaire. Ce qu'il faut, c'est vraiment un investissement permanent dans la politique de prévention, dans la mesure de possible, remonter le plus possible au primaire dans la politique de prévention. C'est pas toujours possible. On va pas faire que tous les bouchers de France vont mettre des gants de protection. Ils l'ont jamais fait. On a connu ça à une époque avec les bouchons d'oreilles. Ça passe de plus en plus, mais voilà. Mais en tout cas, essayer de plus en plus de prévoir un budget et un investissement régulier dans la prévention. Voilà, je vais passer pour prendre des questions parce que je crois qu'on a pas mal débordé. Donc s'il y a des questions dans la salle, on écoute. Bon, juste une petite remarque. Hein. Si on va jusqu'au bout des trucs, on va même terminer sur la QVTC. Hein. C'est l'aboutissement du système. Vous connaissez la définition de l'OMS, hein, de la santé. C'est un état de bien-être physique, mental, social, et c'est pas seulement une absence d'infirmité ou de blessure ou de maladie. Vous voyez, c'est au-dessus. Hein, le bien-être au travail. Alors, parlons pas de bonheur au travail, on va peut-être pas trop s'exciter là-dessus, hein, mais le bien-être au travail, ben, c'est un état où les gens sont bien. Heureux, j'en sais rien, mais bien. Ben, c'est ça l'objectif. Alors évidemment, plus on s'en rapproche, plus l'objectif s'enfuit, mais c'est ça le but de la manœuvre. Hein. On en est là aujourd'hui. En tous les cas, on est dans cette recherche de... La prévention devrait être d'ailleurs un geste banal. La prévention doit être un acte courant de gestion d'une entreprise, la prévention. Or encore, c'est pas perçu comme ça. La prévention, c'est du boulot. Hein. C'est pas normal, la prévention, dans l'esprit des gens. C'est des trucs en plus de la production. Or, ça devrait pas être le cas. Et peut-être que dans quelques années, après avoir formé les dirigeants, ça va ruisseler, comme on dit aujourd'hui, ça va faciliter les contacts préventeurs dirigeants, les gens se comprendront. Mais vous savez, nous on défend évidemment de temps en temps des raisons dans les tribunaux, les PDG là, ils tombent de l'armoire devant le tribunal correctionnel. Hein. Ils arrivent sur Mars, on leur avait jamais dit. Hein. Certains se mettent à pleurer comme des gamins. Parce qu'ils arrivent dans un univers qu'ils ne connaissaient pas, on leur parle de notions qu'ils ne connaissaient pas, leur préventeur avait essayé de leur expliquer un peu, mais les gens n'entendent que ce qui les arrange comme d'habitude, ce qui fait que, en général, c'est un véritable naufrage devant le tribunal correctionnel. Et donc, vous voyez que on a encore le champ de la prévention, et puis c'est une activité, enfin c'est un travail vertueux évidemment. Hein. On est là pour sauvegarder la santé physique et mentale des gens. Enfin, il n'y a pas mieux comme objectif en tous les cas. Eh bien, on vous remercie d'avoir participé à cette conférence. S'il y a des questions à prendre, on est bien entendu très intéressés pour y répondre. On l'a vu, donc santé, prévention primaire, secondaire, tertiaire, santé mentale, santé somatique, action de prévention. On vous invite sur notre stand le S11 pour vous répondre à toutes vos questions et continuer à débattre avec vous sur tous ces sujets. Et venez tester l'âge de vos artères avec le dispositif PopMed. C'est une action de prévention pratique qu'on propose dans l'entreprise qui a un grand succès. Donc on vous y invite, vous allez voir, ça fait même pas mal. Et vous connaîtrez l'âge de vos artères en temps réel en minutes. Voilà, une excellente journée, un très bon salon. À toutes et tous, merci beaucoup. Merci beaucoup.